Eh bien bonjour, vous êtes à l'Institut des Libertés et j'ai le plaisir, et j'ai presque envie de dire l'honneur de recevoir Laurent Oberton. Alors, je vais vous expliquer pourquoi l'honneur, parce que je vous lis depuis un grand moment. Vous avez commencé quoi, il y a 10-12 ans avec l'Orange Mécanique, là ? C'est ça, et 2013. Puis, 2013, ou ça, c'est à peu près. Puis vous avez écrit, l'année dernière, on s'était parlé sur un document que vous aviez fait sur la nécessité de la séparation des sexes, qui était aussi quelque chose qui me tient à cœur, quoi. C'était très intéressant aussi. Mais là, cette fois-ci, ce livre que vous avez écrit, eh ben, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et je vais essayer de faire pour les auditeurs un petit résumé de ce que j'ai compris de votre livre, hein, parce que d'abord, je leur dis, c'est pas que vous pourriez le lire, c'est que vous devez le lire. Hein. C'est parce que il y a deux raisons. D'abord, ce que dit Laurent est très important, et ensuite, je crois qu'on est en train d'assister à la naissance d'un écrivain, d'un vrai. Et pour moi, c'est quelque chose de très puissant. Donc, je vais essayer de vous dire ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre. La première des choses, c'est que vous n'avez pas écrit un livre, mais deux, qui sont dans le même. Vous avez d'abord écrit comment on était dans une société imbécile que vous appelez la secte, etc. Donc, où l'individu est broyé, enfin... Et là, aussi curieux que ça paraisse, vous m'avez rappelé Barthélemy. Vous savez, Céline, cette espèce de violence dans l'écriture qui est très colloquiale. Là, vous avez une écriture très colloquiale qui essaye d'accrocher les gens en parlant la langue de tous les jours. Bon. Et vous avez une espèce d'indignation qui vous pousse, qui est de bonne facture. Et donc cette première partie est très intéressante, j'y reviendrai, on en reviendra dans la discussion. Et la deuxième partie, c'est que dans le fond, vous dites, nous sommes aujourd'hui dans une espèce de société qui cherche à détruire l'individu, qui empêche l'individu d'être libre en quelque sorte, et vous donnez une série de recettes pour retrouver votre moi, en quelque sorte. Et là, vous retombez, si j'ose dire, c'est pas retomber, c'est s'élever, dans tout ce qui était un peu le stoïcisme chrétien. C'est-à-dire, les gars, il faut du silence, il faut regarder, il faut respirer, il faut rester à l'écart, il faut sortir des bruits. Donc, si vous voulez, on retrouve Sénèque, on retrouve les mémoires d'Adrien. Donc, c'est deux livres très curieux parce qu'ils sont l'un d'un côté de l'autre. Et vous n'utilisez pas le même ton, c'est-à-dire que dans le premier, c'est un peu comme, vous savez, je sais pas, vous avez écouté ça sur le téléphone, les 4 saisons de Vivaldi, quand il y a l'orage qui arrive, vous savez, vous avez un bruit pas terrible, puis ensuite ça se calme, ou la nuit sur le Mont Chauve, d'un seul coup il y a une petite cloche qui sonne et puis tout s'arrête. Vous voyez, puis dans le deuxième, vous allez vers ce qu'il faut faire. Et donc c'est un livre, je vais vous dire un truc qui pour moi est curieux, mais c'est le livre d'un moral chrétien, d'un moraliste chrétien. Et donc ça me touche très profondément. Et c'est un livre qui est un chant à l'individu et une défense contre le... Donc, je voulais vous dire que d'abord, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. Et aussi, si vous voulez, j'ai eu une grosse insomnie l'année dernière en me disant comment on allait en parler. Parce que je crois que c'est un livre important que vous avez écrit. Et je trouve que, dans le fond, vous mûrissez bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je vous fais des tas de compliments, mais en même temps, c'est ce que vous dites à un moment, je crois, noblesse oblige. C'est-à-dire, si vous avez cette capacité à réfléchir sur les problèmes et à d'abord les exprimer et ensuite donner des solutions, on en manque. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Donc, d'abord, je voudrais poser quelques questions sur vous. Dites-moi d'où vous sortez. Personnellement, quelle est votre histoire ? Parce que vous n'êtes pas une créature normale en France, quoi. Non, mais c'est vrai que ça me suit un peu parce que je suis né en 1984 dans le Jura, dans une famille agricole. Ah, c'est de là d'où vient la sagesse. Oui. De cultivateurs depuis. Alors, les archives ne remontent pas avant 1400, 1500, mais voilà, ça a toujours été ça. Oui. Une famille de la terre, quoi. Et... Vous avez lu ce livre admirable d'un gars qui s'appelait Le bois du Templier pendu, où il racontait l'histoire de... C'était l'histoire
d'un village avec les Templiers qui passent au travers des siècles comme ça. Moi, je pense que ça joue beaucoup dans ma façon d'être. On s'étonne souvent que je sois très calme, moi, ça me paraît au contraire très étonnant ceux qui ne le sont pas. Donc, je me suis jamais senti à ma place dans le monde un peu médiatique, etc. J'ai pas d'amis partout dans ce milieu. Voilà, je tiens beaucoup à ma tranquillité, d'où mes difficultés pour arriver à l'heure à un rendez-vous dans Paris. Vous croyez que vous êtes toujours dans le Jura. Mais vous habitez dans le Nord maintenant, non ? Ouais, j'habite vraiment en campagne extrêmement reculée, donc j'arrive avec ma voiture couverte de boue parce que c'est la période de l'ensilage des betteraves, donc j'amène un petit peu de ma terre avec moi ici à Paris. C'est bien. C'est ça. Donc vous êtes plutôt d'origine paysanne. Et alors du point de vue études, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez été martyrisé par l'éducation nationale aussi ? Oui, ça a été tragique parce que j'ai tout de suite... je me suis tout de suite fermé complètement par rapport à tout ce qu'on essayait de m'apprendre. Et ça, c'est vraiment aussi une caractéristique qui fait que j'ai complètement raté ma scolarité. Enfin, j'ai même pas essayé de la réussir, donc je peux pas vraiment dire que je l'ai raté. Si j'avais essayé... Moi, j'ai redoublé ma 4e, ma 3e et ma première. Très bien. J'ai fait vraiment le minimum pour avoir le bac et être débarrassé. Et après, j'ai fait des études parce que par hasard, histoire, anthropologie, j'allais un peu comme ça, à droite à gauche. Finalement, le journalisme, pareil, il n'y avait pas vraiment de conviction. Je voulais voir ce que ça allait être. J'ai vu, j'ai pas été déçu du voyage. Déjà un peu ce que j'allais y trouver, mais... Et l'écriture, ce coup de chance, je sais pas, mais en tout cas, la France Orange Mécanique, le succès, et à partir de là, à plein temps, j'ai pu... Vous avez pu consacrer à l'écriture. Et j'ai essentiellement lu plutôt qu'étudié, en réalité. Oui, c'est ça. Vous faites partie de ces gens qui ont une bibliothèque, quoi. Une belle bibliothèque. Et d'ailleurs, pendant que je vitupérais sur Anne Hidalgo dans mes embouteillages ce matin, j'ai écouté... Enfin, et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant d'écrire le mien, votre dernier livre qui, je crois, a eu un succès... j'en ai vendu, je crois, 30 000 par là. Ouais, sans un mot dans la presse. C'est ce qui s'appelle un succès. J'avais vu déjà qu'il avait été premier sur Amazon, etc. Ouais. Donc ça, déjà, c'est signe que ça... Et j'en étais justement à la partie qui expliquait que nous étions en guerre, et ça m'a vraiment, encore une fois, fait écho. Et à chaque fois, je regrette, parce que quand on sort le livre, on sait que c'est le produit fini d'un moment, et que la pensée va évoluer dans les mois qui arrivent, et on va regretter de ne pas avoir assimilé de nouvelles notions. Oui, ça, c'est très important. Alors, revenons à la première partie de vos livres, puis on traitera la deuxième partie après, si vous voulez bien, parce qu'elles sont très différentes, et elles éveillent chez moi des échos différents. Donc, la première partie de votre livre, vous faites l'analyse, dans le fond, qu'ont fait un certain nombre de jeunes dans l'histoire, c'est que la plupart des grands drames dans le monde d'aujourd'hui, c'est des hérésies chrétiennes devenues folles, quoi. Vous savez, c'était la phrase de H.S. Donc, il y a une espèce dans le monde aujourd'hui de course vers une égalité qui est suicidaire. Qui est déjà la négation du vivant, quoi. Qui est déjà la négation du vivant, puisqu'on a tous fait, il n'y aura qu'un Charles Gave, il n'y aura qu'un Laurent Oberton, et puis c'est tout. On est complètement unique. Donc, ma conviction, c'est toujours été que les sociétés qui cherchent la liberté, en principe, ça amène souvent à des progrès économiques considérables et à une réduction des inégalités, mais qui est la conséquence de la liberté. Alors que si vous cherchez l'égalité, vous terminez dans des camps de concentration avec tout le monde pauvre et des gens qui vous tirent des balles dans la nuque, quoi. C'est vrai que la constante est souvent celle-là. Les méthodes d'exécution diffèrent, mais on s'y retrouve à chaque fois. On se retrouve toujours avec le Mirador. Donc, vous expliquez qu'on a, et vous appelez cette espèce de chose qui nous... la secte. La secte, c'est-à-dire qu'il y a une secte qui a pris le pouvoir. C'est-à-dire, et on arrive à une notion qui m'est chère aussi, c'était celle d'Abélard au XIe siècle, je sais pas très bien, qui disait qu'il fallait faire la différence entre le péché, qui révèle la morale individuelle, et le crime, qui révèle l'État. Pour être... Et dans le fond, ce qu'on est en train d'essayer de nous imposer, si j'ai bien lu votre livre, c'est une morale collective. Absolument. Voilà. Et pas du tout... Et donc, toute la chrétienté a été portée par une morale individuelle, et là, on est en train d'essayer... Et la morale collective, c'est une chose qui ne peut pas exister. C'est une abomination par définition. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu... Parce que vous dites aussi dans la première partie qu'il n'y a pas de chef.
C'est une espèce de maladie diffuse. Ça rappelle un peu, si vous voulez, la peste de Camus ou les rhinocéros de Ionesco, là. C'est-à-dire qu'on attrape ce truc-là et on est obligé d'y aller, quoi. On est presque. Oui, c'est ça. Mais vous savez pas pourquoi vous êtes obligé d'y aller, mais Beaucoup vous ne y s'en allez. rendent même pas compte. Beaucoup sont des agents. On est presque tous à un moment agents de cette chose-là, sans percevoir à quel point c'est sournois, c'est pervers. On s'attribue les jugements de valeur qu'elle a, qu'elle professe, Vous etc. prenez une morale qui n'est pas la vôtre. Exactement. Et même même si on s'y oppose, on en débat parce que quand elle nous lance ces fameux sujets de société, ces histoires de transgenre, etc., des trucs qui n'existaient pas du tout il y a 10 ans. Et on passe notre temps à en discuter quand même. Enfin, c'est elle qui fixe un petit peu l'agenda aussi. Et l'emprise sur les esprits n'est pas totale, mais elle est considérable. Elle est considérable, et surtout dans le monde social, c'est-à-dire que si vous commencez, c'est ce que dit Chantal Delsol dans un certain nombre de ses livres, où elle a bien analysé ces phénomènes, elle dit que ça vous mène à une excommunication. À l'exclusion, oui. Ce que vous disiez dans votre livre, la dérision, l'exclusion, les deux armes fatales. La dérision, ça c'est un petit peu... on sent que ça, on resserre les boulons. On est bien plus sur l'exclusion. Là, c'est le dernier recours. Là. Dernier recours, on y est, c'est-à-dire et l'exclusion, et enfin, si possible, l'exécution. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on vous contraint au silence, mais comme vous avez du talent, ça va être dur de vous contraindre au silence. Et c'est surtout après les moyens de diffusion qui sont importants, parce que si on n'avait pas eu Internet, moi je n'existais pas. Et mais pour moi le non coup, plus, aujourd'hui, pas du tout une question dans mon métier, mais je n'existerais pas en dehors de mon métier. C'était pour le coup pas qu'une question de réussir un coup, il fallait derrière qu'il y ait la diffusion et qu'on n'arrive pas à nous empêcher de parler. Et enfin, ça a fait beaucoup. Je pense qu'on s'y sont pris beaucoup trop tard pour contrôler ça. Maintenant, c'est plus compliqué et il y a beaucoup d'idées hérétiques qui ont fait leur chemin quand même. Oui, hérétiques qui sont que les idées d'autrefois, quoi, qui ne sont pas des idées hérétiques. Oui, hérétiques en fait, par rapport à la doxa aujourd'hui. C'est le bon vieux bon sens, la sagesse des nations, etc., mais qui sont devenus épouvantables vu de la secte, évidemment. Vu de la secte. Alors, donc on prend cette secte. Et alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Moi, j'ai quitté la France en 81 parce que je voulais pas vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Et puis, je sais pas, j'ai eu du pot, j'ai été à Londres. Et c'était pendant le début des années Thatcher. Londres a explosé. Donc, vous savez, une marée qui monte, ça monte tous les bateaux. Donc, j'ai eu un coup de pot, quoi, c'est bien. Alors que si j'étais resté en France, c'est comme être un spécialiste du droit des gens sous Staline, quoi. J'aurais pas été bien loin, quoi. Je serais pour le moment après ma retraite quelque part dans un coin dans le sud-ouest, j'en sais rien. Donc, et quand je suis revenu en France il y a 7 ou 8 ans, je vais vous dire un truc très curieux, c'est que j'ai vu un peuple qui avait changé et qui avait peur. Moi, il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est pourquoi les Français ont-ils peur ? Pourquoi ont-ils peur tout le temps ? C'est un peuple qui était gai quand je suis parti en 81, et en l'espace de 30 ou 40 ans, j'ai trouvé une nation où tout le monde avait peur de tout. Alors, parce que pour que ce système se maintienne, il faut qu'ils engendrent la peur. Et je ne réussis pas à comprendre pourquoi les Français ont peur. De quoi ont-ils peur ? J'ai des amis qui me disent « Tu as du courage, Charles ?» Je leur dis « Vous foutez de ma gueule ou quoi ?» Alors la même, c'est pareil, vous avez beaucoup de courage. Et à chaque fois, j'ai les yeux comme ça parce que mais pourquoi j'écris des livres depuis mon... Pourquoi vous... Qu'est-ce que ça a été courageux de dire ça En quoi ça a été courageux de dire que, dans le fond, la morale ne peut être qu'individuelle, quoi. Ouais, non mais alors j'ai vraiment cette même question. Moi, dans mon idée, c'était... Comme la vie ces dernières années est un peu inédite par son aspect confortable, son aspect, on élimine tous les petits désagréments, les souffrances, les saletés, nous en France en tout cas, les guerres, etc., que finalement les angoisses de la créature domestique dans sa cage prennent le dessus et des angoisses sont beaucoup trop exagérées par rapport à la réalité. La bête qui commence à se mordiller toute seule, à tourner en rond parce que justement elle est dans des conditions anormales d'absence de vie. Il ne lui arrive rien comme ça devrait, donc à partir de là il y a un délire un peu et on peut ces créatures les terroriser avec n'importe quoi, avec le climat, avec les ressources, et ça marche assez bien. Et donc c'est un résultat de l'absence de but, quoi. C'est à partir si on a un but
Ah, tout va bien. Si on a des projets, on est heureux. Mais... Si on a des projets, on est heureux. C'est un peu... D'ailleurs, vous avez des échos qui ressortent. Je ne sais pas si vous le suivez de temps en temps, si vous parlez l'anglais, mais il y a Jordan Peterson qui tient des discours qui ne sont pas tellement loin des vôtres, si vous voulez, quelque part. Je pense qu'on va tous finir par s'y retrouver, parce que ça paraît assez... Il y a une convergence d'un côté de l'hérésie, de l'autre côté de la secte. Oui. Alors, à ce propos, d'ailleurs, je vais vous demander quelque chose, c'est que je connais très bien un garçon qui s'appelle Paul Marshall, qui est un des plus gros hedge funds à Londres, et il a lancé un mouvement qui s'appelle ARC, for Responsible Citizenship, vous savez, pour être... et il m'a demandé de lui présenter un certain nombre de gens qui pourraient parler au prochain congrès de ARC à Londres, etc., où il y avait 3000 personnes. C'est d'essayer de faire une espèce de contre-Davos. Vous savez, il vient de racheter le Spectator. Enfin, c'est un type qui a réussi de façon extraordinaire, qui est un vieil ami, qui est le parrain d'une de mes petites filles, donc j'en suis assez proche. Donc, est-ce que, le cas échéant, vous seriez d'accord pour aller faire un tour à Londres Tout à fait. Mon anglais est absolument désastreux, mais vous parlez en français, c'est pas grave. Oui, pas de problème. Ils traduiront, c'est vrai. Parce que je veux dire, on voit l'émergence d'un certain nombre de figures libres, en quelque sorte, un peu partout dans tous les pays du monde. Là, il y avait 2 ou 3 anciens premiers ministres australiens, il y avait des dignitaires canadiens, c'est tout le monde anglo-saxon qui est en train d'essayer de revenir. Il y avait une femme extraordinaire qui a été monter une école dans le quartier le plus pourri de Londres, et maintenant c'est la meilleure école d'Angleterre, il y a des files d'attente pas possible. Et c'est marrant, donc si vous voulez, elle était à moitié ghanéenne, à moitié indienne, enfin elle sortait de nulle part, c'était incroyable cette femme. Donc, vous voyez, ce sont des gens qui ont fait des choses, et qui viennent parler de ce qu'ils sont en train de faire et tout. Donc et comme il y a un aspect global dans la pensée sectaire, on voit aussi cette résistance globale un peu partout, et on voit des similitudes assez étonnantes de réflexion entre certains Allemands, certains Anglais, le monde anglo-saxon, etc. Et c'est pour ça mon obsession après, c'est une fois qu'on a fait le constat, c'est la diffusion du message et de trouver des moyens de faire en sorte qu'il y ait cet éveil global. Il a créé une chaîne de télévision qui s'appelle GB News, qui est l'équivalent de CNews, qui est en train de décroupir à tout le monde, qui se fait attaquer d'ailleurs par les sociétés de contrôle anglaises, comme il y en a. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, si vous voulez, c'est un peu... GB News, c'est l'équivalent de CNews. Donc, lui, c'est un peu l'équivalent de Bolloré. Mais lui, il est en train d'essayer de monter un contre-Davos. Donc, j'aimerais bien que, le cas échéant, on en reparle. Ça sera en février de l'année prochaine. Mais... voilà, c'est une des choses que je voulais vous dire. Donc, moi, ce qui m'inquiète, c'est la peur. Et vous savez ce que veut dire Jean-Paul II, là, n'ayez pas peur. Et je crois que c'est... le premier message que vous dites, c'est il faut pas avoir peur. Bon, ça, c'est... Parce que dans le fond, quand vous avez peur, vous vivez pas, quoi. Et puis c'est le principe vraiment du ressort sectaire. S'il y a peur, c'est qu'il y a l'emprise, et à partir de là, on se livre. Et si on fait sauter ça, il n'y a plus rien, parce que la morale, l'excommunication et tout ça, elle repose uniquement là-dessus. Elle repose sur l'exclusion sociale. Voilà, exactement. Et parce que tout le monde le veut bien, et parce que tout le monde suit le mouvement, et tout le monde se dit « Oh là là, on est courageux, oh là là, mais moi j'aurais pas dit ça ». Et si on joue ce jeu, c'est nous qui prêtons la force à cet ennemi imaginaire. C'est notre faiblesse qui fait leur force. Oui, exactement. C'est notre faiblesse. C'est ce que disait Solzhenitsyn. Il disait, il vivait dans une société qui était difficile, et il disait, il ne faut pas que le mensonge passe par votre bouche. C'est-à-dire que vous pouvez ne rien dire si la société est très dangereuse, mais vous ne devez pas le répéter. Ouais, très juste. Et c'est parce que si le mensonge passe par la bouche, vous en devenez complice. Et je crois que c'est une des premières choses qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent, c'est vous n'êtes pas obligé d'être courageux, mais vous n'êtes pas obligé aussi de voler au secours de ces gens-là, quoi. Donc vous vous taisez. D'ailleurs, vous dites... Exactement, non mais exactement. Plutôt que de répéter vous faites toute une série de trucs sur la nécessité de ne rien dire. Oui, non mais plutôt que de répéter ce baratin sectaire, pré-mâché, etc. Mais même des fois, on s'en rend pas compte. Enfin, il faut réfléchir à ça et vraiment se garder effectivement de consentir ou de prendre, d'appuyer dans le même sens que le reste. Même de façon inadvertante, quoi. Oui, mais c'est vrai que ça n'a l'air de rien, mais c'est un combat de tous les instants. Oui, c'est un combat de tous les instants. Et la société a changé à un point que vous n'imaginez pas, parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Quel âge vous avez ?
Moi, j'ai 40 ans cette année. Donc, voilà, moi, je suis tard revenu. Tout le monde me dit une vision prophétique. Pas du tout, jamais de la vie. Moi, j'arrive, je chronique, j'ai l'impression de passer après... Vous avez chroniqué, mais là, vous êtes en train de changer de braquet. Vous voyez, je l'ai bien senti dans votre livre. Donc, si vous voulez, enfin bref. Donc, vous avez... moi, si vous voulez, quand on me racontait l'histoire des petits cochons quand j'étais jeune... Hein, vous savez, celui qui la maison en paille, la maison en bois et la maison en... les 2 premiers petits cochons, ils se faisaient bouffer. Ils étaient bouffés, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas chez leurs frères, ou ils n'avaient pas de... ils se faisaient bouffer par le loup. Et quand je raconte l'histoire des petits cochons à mes petits-enfants, où ils se font bouffer par le loup, comme ils savent très bien que dans ce qu'ils ont appris, ils ne se font pas bouffer par le loup, ils poussent des cris d'horreur. En disant, mais comment ils ne sont pas bouffés du tout? Si, je leur dis, dans la réalité, ils sont bouffés, parce que c'était comme ça qu'on apprenait aux enfants que s'ils faisaient une maison en paille, ils allaient être bouffés, quoi. Tous les contes de Perrault et tout ça n'étaient pas des plus réjouissants. C'était toujours épouvantable. Il y avait des gamins abandonnés, massacrés. Enfin, oui, c'était réaliste, quoi. Réaliste, et qui devait sortir, le petit poussé, il se démerdait pour s'en sortir à la place d'être bouffé. Enfin, bref, c'était... Donc, encore une fois, derrière cette peur, il y a une description du monde qui est anormalement bénigne. Vous savez, on vous dit non, le monde n'est pas cruel, le monde n'est pas dur. Mais si... les gens sont gentils, tout le monde s'aime. Tout le monde s'aime. Oui, c'est vrai. Et donc, si on commence à dire ça aux enfants, quand ils arrivent à 18-20 ans, on commence à passer des claques, ils vont être un peu étonnés, non? Oui, un peu perdu, oui. Pour le moment. Comment? Ils m'aiment pas? C'est pas qu'ils t'aiment pas, c'est qu'ils ont autre chose à foutre. Et en plus, pendant un certain temps, je trouvais qu'il y avait une tendance à réécrire le réel, à dire mais non, ça n'existe pas, etc. Maintenant, on a un petit peu dépassé ça. On a un peu laissé tomber cette idée de maquiller. Plutôt, on va essayer de détruire la réflexion en accentuant vraiment la pensée débile, etc., automatisée, pour vraiment que la culture, on va laisser s'effondrer la culture, comme ça on n'aura plus les moyens d'exprimer ce décalage. On n'aura plus les mots. J'ai fait un certain... Le langage que je viens d'entendre dans votre livre, c'est exactement ça. Cette guerre au langage qui est faite, à la capacité d'expression, de réflexion, d'utiliser des termes, etc. C'est vraiment démonstratif. Et des concepts, on les a... vous savez, dans la Grèce antique, il disait que le discours, il y avait le pathos, le logos et l'éthos. Bon. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple quelque chose comme Israël, j'ai droit qu'au pathos. C'est affreux. Je dis, mais attendez une seconde, il y a aussi le logos et l'éthos. Il y a peut-être des choses dont on pourrait essayer de structurer une pensée autour d'un drame comme ça. Rien du tout. Donc, on finit d'arriver dans une société où il y a les bons et les méchants. Oui, uniquement tout sur l'aspect moral et émotionnel. Voilà, en espérant que ça prenne le pas sur tout le reste. Ce que disait ce bon Richelieu, c'est que on ne peut pas gouverner un royaume sans être damné. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que le propre du gouvernement, c'est de temps en temps, de faire des choses qui entraînent damnation. C'est pas gai. Donc, cette première partie de votre livre était intéressante parce que vous décrivez bien cette espèce d'atmosphère de crainte diffuse. Comme je crois que De Gaulle disait dans ses mémoires que la peur de tous les bourgeois français, c'était de ne plus être invité dans les dîners en ville. Et on sent que c'est ça le ressort derrière. Ah oui, on a tous à perdre quelque chose. On imagine tous que la petite carrière, que les petits efforts qu'on a faits, on va pas les annihiler comme ça. Et puis on s'est donné du mal pour être reçu chez le préfet. Mais c'est sûr. Et en France, beaucoup ont quand même ce sentiment, cette sensation. En plus, ceux qui lisent des livres, ceux qui s'intéressent à ces questions, souvent ont des postes, qui sont. Et plus on est en haut sur l'échelle, plus on se fait mal en tombant. Donc on fait attention. On fait attention. Et il y a une autre conclusion, c'est que dans les générations précédentes, il arrivait à un dignitaire, à un ministre ou un homme important de donner sa démission quand il avait fait une boulette ou quand il n'était plus d'accord. Et ça, c'est une autre chose qui a disparu. Plus personne ne donne sa démission. On a vu des Darmanin avec les pires bilans imaginables. Enfin, pas que lui, mais quand il... Et ensuite, avoir Bruno Le Maire, c'est la démonstration. Bruno Le Maire, quand même, il devrait être passible de... Enfin, je ne veux pas dire de quoi, mais il devrait être passible d'un tas de choses désagréables. En tout cas, il a fait défaut en écriture publique. Pour ce qu'il a fait. Enfin, oui, c'est... en principe, c'est passible de la cour d'assises, quoi. C'est défaut. Oui, et pour le résultat de l'ensemble de son œuvre, il mériterait quand même quelques petites investigations. Et son patron aussi, parce que le patron ne pouvait pas ne pas être au courant, lui. Oui, donc mais maintenant, on est complètement sorti de ça. On a cet extraordinaire, donc ces gens qui poussent ces idées sont devenus intouchables juridiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sens de l'honneur en France, c'est curieux.
Ouais, exactement. Ça paraît toujours... le dernier qui a démissionné, c'est Chevènement. Déplacé quand on parle de démission, quand on parle de... Alors même la méthode japonaise qui consiste à aller encore un peu plus loin. Mais on regrette qu'il n'y en ait pas plus en France, d'ailleurs. Bah, oui, parce que effectivement, il y a ce sentiment, cette sensation d'impunité totale pour les petits acteurs communicants de la vie publique qui viennent, qui prennent tout, voilà. Enfin, et surtout qui disent des choses qui détruisent des vies, par exemple. Moi, j'ai été accusé d'antisémitisme par un torchon qui s'appelle L'Opinion. Ben, si vous voulez, accusez-moi d'antisémitisme, faut pas déconner, quoi. D'abord, j'ai 2 petits-enfants qui sont israéliens, donc alors c'est pour vous dire. Je les aime tout autant que les autres. En plus, ils sont très mignons. Ce sont 2 petits garçons. Mais enfin, je veux dire par là, c'est qu'ils détruisent des vies et jamais ils ne s'excusent. Ah oui, jamais. Parce que la calomnie fait partie de cette... Oui, et puis c'est aussi cette logique sectaire, c'est qu'on va au bout, puisque de toute façon c'est pour le bien de tous, donc au pire, si on écrabouille 2 ou 3 innocents en passant, c'était quand même pour une cause supérieure. Donc, oui, c'est pour ça le communisme a raté, parce qu'il n'a pas tué assez de gens. Voilà, il en aurait tué 200 millions, ça aurait été le bonheur. La prochaine fois, ce sera mieux. Ouais. Donc cette capacité de faire le mal en disant que c'est pour le compte du bien... c'est la preuve que c'est littéralement satanique. C'est satanique, exactement. Mais c'est ce que je mettais aussi dans ce livre, c'est que on sent c'est-à-dire que mon livre, c'est de dire autrefois il y avait l'empire du mal, maintenant c'est l'empire du mensonge. Mais c'est le même maître. Oui, c'est difficile l'hypocrisie, le mensonge, c'est difficile de pas voir derrière ce démon, un peu total. Ouais. Ce démon total. C'est donc on sent cette présence. Alors ça, c'est la première partie de votre livre qui était dans le fond, elle est un pamphlet, vous voyez, bouf, vous en mettez plein la gueule aux autres, et on sent que vous vous soulagez là. Et je vous dis, j'ai une passion pour Bernanos aussi, qui écrivait comme ça. De temps en temps... Ah oui, de temps en temps, il lâchait bien aussi. Ouais. Il marchait bien, il tapait dur. Quoi. Je ne sais pas si vous avez lu ces chroniques qu'il avait écrites pendant qu'il était au Brésil, là, un journal brésilien qui les prenait parce que le patron était francophile, mais personne ne lisait, c'était en français, mais enfin, au Brésil, personne ne lisait, mais enfin... C'est dans la Pléiade, c'est remarquable. Et c'est en 42-43, il écrit des lignes sur ce qui arrive aux Juifs en Europe, alors qu'on ne savait pas à l'époque, là, mais qui étaient absolument prophétiques. C'était... donc, Bernanos, c'était un type qui n'était pas comme tout le monde non plus. Ah oui. C'était... Très à part. Et puis lui aussi, c'est un paysan, les pieds dans la glèbe. C'était un paysan picard, mais enfin, c'est pas... Donc surtout être paysan en Picardie, c'est dur parce qu'il pleut tout le temps, donc vous avez sans arrêt les pieds dans la bouche. Surtout en ce moment, ça fait quelques années que c'est assez terrible. Donc ça, c'est la première partie de votre livre qui est très bien en tant que pamphlet. Et puis vous passez à la deuxième et vous dites, de façon très claire, il n'y a pas de solution collective, il n'y a de solution qu'individuelle. C'est à vous, chacun d'entre vous, de sortir de ce piège individuellement. Et ça aussi, ça me touche beaucoup parce que c'est ce que je dis aux gens, il n'y a pas de solution collective. Améliorez-vous, faites le bien autour de vous, essayez de vous dépatouiller, mais surtout, rangez votre chambre. C'est le vieux truc de Jordan Peterson. Commencez par ranger votre chambre, puis ensuite on verra pour la planète. Oui, ou faites votre lit, ou voilà. Oui, parce que je trouve qu'il y a dans cette attente de la solution par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre, l'assistanat mental déjà, enfin le degré zéro du socialisme un peu, parce que ça implique l'administration, ça implique et c'est une manière de se laver les mains de ses responsabilités, de se dire moi de toute façon moi ça va, c'est les autres le problème, et c'est beaucoup plus facile de gueuler sur effectivement Macron et compagnie machin plutôt que de soi-même plutôt que de soi-même se dire en réalité j'ai plus d'impact sur ma vie que Michel Barnier et je veux que ça reste comme ça et je vais le prouver et malheureusement il y a pas grand monde pour entendre encore ce discours pour l'instant. J'espère que ça va changer. Si j'ose dire, c'est un discours tout à fait classique. C'est le discours de Auguste dans Cinna qui dit « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Il a beau être empereur, il veut d'abord être maître de lui. Et puis ensuite, on verra pour le reste. Mais si vous n'êtes pas maître de vous... c'est complètement Marc Aurèle. Et vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Donc vous dites, reprenez le contrôle de vous-même. Et là, vous posez un certain nombre de jalons. Vous dites de faire des choses complètement insensées, comme de prendre une douche froide, mais enfin, ça, c'est tous les matins. Là, à mon avis, vous allez un peu loin. Moi, déjà, prendre une douche pendant des années, je trouve que...
Enfin, c'est donc la douche froide, de faire du sport, d'aller dans la forêt, de respirer, de regarder les feuilles, de regarder les bêtes. Couper du bois, bon, passons un petit peu. Couper du bois, ça c'est très bien. Vous connaissez l'histoire du Canadien qui coupe du bois? Non, voilà, avec l'Indien. Oui, génial, il est génial. Voilà, bon, on vous le racontera un jour qu'on aura 5 minutes. Enfin, c'est exactement ça, vous coupez du bois, donc ouais, il va faire froid. L'homme blanc dit oui. Homme blanc, couper du bois. Couper du bois, il fera froid. L'hiver très rigoureux. L'hiver très rigoureux, voilà, c'est exactement ça. Donc, ça c'est. Donc, couper du bois, donc, faire des activités. C'est un peu la méthode des moines. Ouais, c'est vrai qu'il y a une vision monastique. On m'a souvent dit ça. C'est une vie de moine, ce truc un peu austère, un peu on se lève, on médite, on a un rythme très calqué sur ça, sur cette réflexion avec la nature, le développement, Oui, en effet. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que... la règle de Saint-Benoît, quoi, la plus vieille de toutes. Oui, exactement. Et que si on ne parvient pas à avoir une influence un peu plus importante sur notre environnement, sur les autres, etc., au moins, on se sera rendu service, on se sera fait du bien, on se sera amélioré. On se sera amélioré, et oui, c'est ça, les petites choses, si vous faites des tas de petites choses, et bien à la fin de la journée, vous pouvez avancer beaucoup, quoi. C'est que si vous restez dans votre canapé. Oui, exactement. Et moi, autant le discours qui a toujours été consisté à s'en remettre à un autre en disant un nouveau De Gaulle ou je sais pas quoi. Ah non, l'homme providentiel, c'est la catastrophe, ça. Ah oui, c'est la catastrophe. C'est une autre manière de dire tout est foutu avec un espoir un peu délirant, mais finalement, ça revient à ne rien faire, quoi. Se dire, de toute façon, c'est plié, on fait rien. Oui, c'est plié, on fait rien. Et du coup, on met son espoir dans quelqu'un d'autre, et ça crée toute une série de personnages qui sont... qui sont des personnages extrêmement douteux et qui se présentent justement comme le sauveur. Une nouvelle idolâtrie, parce qu'on est obligé de renoncer un peu à son intelligence et à son scepticisme pour jouer à ça. Et on imagine que ces gens doivent être un peu plus on les imagine surhumains qu'ils ne le sont, oui, malheureusement. On les imagine surhumains, donc et on enchaîne les désillusions, et ça aussi, malheureusement, une capacité d'oubli, je trouve, qui est assez remarquable. On croit voter pour Napoléon, qui n'était pas cadeau, ou pour Bonaparte. Ouais. On croit voter pour Bonaparte, et on vote pour Boulanger, en général. Le général Boulanger, quoi. C'est un peu tristouné, quoi. Et oui, t'imagines, moi, j'avais cette image du gars qui a la machine à sous et qui, indéfiniment, alors il est en train de paumer tout son fric, et il continue en disant, je vais finir par gagner, mais à la fin, c'est le casino comme ça, c'est le casino qui... Et donc, oui, et c'est un jeu à somme nulle. En fait, à somme négative, le jeu. Et alors que si vous faites des choses pour vous-même, c'est un jeu à somme positive. Donc, automatiquement, vous en sortirez mieux, quoi. Comme ce que vous dites dans votre livre, la promesse, le politique, lui, la promesse, il en a autant qu'il veut. Enfin, oui. C'est le seul truc qui n'est pas limité, contrairement au bien économique réel. Donc, et malheureusement, tant qu'on comprend pas ça, on va finir avec des bataillons de Piketty et des compagnies qui vont nous... Vous en avez gros, d'ailleurs, vous aimez pas beaucoup Piketty et vous n'aimez pas beaucoup Strauss-Kahn. Il y en a deux que vous alignez avec beaucoup de... ils reviennent fréquemment dans votre livre. Mais après, il y en a tellement d'exemples, mais disons que eux sont des exemples particulièrement bons, je trouve. Oui, c'est vrai. Éloquents. De nuisance. Et alors, dans la deuxième partie, là, vous êtes il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que dans le fond, on a dû avoir des lectures un peu similaires, parce que je retrouve Le Seigneur des Anneaux, je retrouve du pouvoir de Jouvenel, je retrouve aussi plus du Bastiat, du Marx dans l'économie. Vous parlez assez peu d'économie, parce qu'on sent que c'est pas votre domaine préféré. Non, exactement. Mais en même temps, ce que vous en dites n'est pas idiot. Alors, merci beaucoup. J'espère, parce que ça aussi, c'est une préoccupation de se dire c'est très bien, parce qu'on a aussi cette perspective d'un effondrement un peu plus ou moins généralisé, mais si derrière, c'est pour relancer la machine avec un bataillon de Piketty et de Strauss-Kahn, on n'est pas sorti du sable. Malheureusement, en France, il y avait du chemin à faire sur la question. Beaucoup, mais j'ai l'impression que le chemin est en train d'être fait quand même. Les gens, en tout cas... Vous savez, ce que je me tue à expliquer aux gens, c'est que ce qui compte en économie, c'est la création de valeur. Quels sont les gens qui créent de la valeur? Parce que c'est un peu comme les artistes, il n'y en a pas tant que ça. Des vrais. Et donc, la valeur, c'est distribué selon un truc qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de la valeur est créée par 20% des mecs. Et dans les 20% des mecs, 80% de la valeur que ces gars-là créent est créée par 20% des mecs. Donc, vous avez 4% des gars qui créent 64% de la valeur. Donc,
par définition, c'est une société inégale, puisqu'ils ont cette capacité extraordinaire de créer à partir de rien. Et ce qu'on a trouvé, les Piketty de ce monde, essayent de vous expliquer qu'il n'existe pas ces êtres tout à fait spéciaux, c'est comme si vous disiez que le pâtre du dimanche et le Picasso, c'était pareil, quoi. C'est pas vrai. Picasso crée des choses neuves, les autres, ils créent rien du tout. Et donc, une société harmonieuse, c'est celle, par exemple, dans les pays d'Europe du Nord, où ces types, on les laisse travailler, et ensuite on prend une partie raisonnable de leur pognon, et on leur donne. Mais on fait tout pour aider ces gars-là, à la place de faire tout pour les détruire. En France, on essaye de les détruire, donc ils vont créer... Alors, par exemple, moi j'ai vécu à Hong Kong 10 ans. Quand j'étais à Hong Kong, il y avait 3 ou 4 000 Français. Maintenant, il y en a 20 000. Ils sont tous des entrepreneurs. C'est étonnant. Hein. Donc, en France... C'est le climat, peut-être. C'est le climat, sûrement, qui n'est pas terrible. D'ailleurs, Hong Kong, surtout en été, il fait un peu chaud. Mais ce que ça veut dire, c'est que, à force de martyriser ces gens qui ont des talents, on exporte des bacs plus 7 et on importe des bacs moins 7. Et on se demande pourquoi ça ne marche pas, quoi. Donc, si vous voulez, ça fait partie de cette secte un effort énorme pour tuer tous ceux qui dépassent. Ils recherchent l'égalité dans la médiocrité. Et c'est donc la seule façon de sortir, encore une fois, c'est d'être indépendant, quoi. Et égalité impliquant administration, donc tyrannie fiscale, etc., contrôle, réglementation à l'infini. Et c'est vraiment la grande différence. Hein, c'est tout à fait. Et ce que dit Raoult, que j'aime bien, il dit il y a 2 formes d'organisation, c'est celles qui sont fondées sur la compétence et celles qui sont fondées sur l'obéissance. Et celles qui sont fondées sur l'obéissance essayent toujours de détruire celles qui sont fondées sur la compétence parce que ça les fait brère ces gars qui disent non. non, vous êtes nuls, allez foutre. C'est Raoul quand il me fait rigoler. Et donc, vous voyez que, par exemple, dans le système hospitalier français, vous avez eu une victoire de l'obéissance sur la compétence et qui a détruit notre système hospitalier en l'espace de 20 ans. Ouais. Et vous le voyez dans les lettres, donc il faut supprimer le ministère de la Culture, toute affaire cessante. Parce que ça, je veux dire, c'est la première fois dans l'histoire de France depuis qu'on a ministère de la Culture qu'on n'a plus un seul grand intellectuel français, quoi. C'est abominable. C'est vrai que le résultat est particulièrement édifiant et la nuisance s'étend évidemment au cinéma, à toutes les œuvres culturelles. De toute façon, voilà, tout ce qui va à un moment dépasser sera rattrapé par ça et digéré par la machine. Et il faut, c'est pour ça qu'on a des francs-tireurs ou rien, parce que sinon on se fait avaler par le. Ou on est tout seul dans son coin et on dit j'ai raison et tout le reste du monde à tort et je vous emmerde, avec beaucoup de constance, qui est un peu dans le caractère français, donc il en reste ça. Mais parce que le problème, c'est que souvent on me pose la question, est-ce que vous pensez pas on aurait meilleur temps de rentrer là-dedans et de prendre une position importante, et ensuite, une fois qu'on est là, on en profite pour dire ce qu'on a envie de dire. Mais je dis, mais enfin, c'est pas possible. Soit on consacre tellement de sacrifices et d'efforts pour faire ce machin qu'on se fait bouffer comme tous les autres. On devient les autres. On devient un des autres, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est vrai. Et ça, je pense que l'effet de groupe là-dessus bouffe complètement les cerveaux, même au départ, qui sont plutôt originaux. Ou alors, on a sa petite minute de gloire, la supernova, boum, qui brille un coup dans la nuit, et on disparaît après de la circulation. Dans les deux cas. Vous êtes populaire pendant 24 heures, quoi. Oui, voilà. C'est vachement bien, ça. C'est remarquable. Et donc, la solution que vous trouvez à tous nos problèmes pour redevenir indépendants et tout, c'est d'écrire. Et là, je suis assez d'accord avec vous, parce que moi, j'ai eu des tas de problèmes dans ma vie, pendant une période de ma vie, mais enfin, c'est pas le sujet. Et donc, une des façons de s'en sortir, c'est d'écrire, parce que quand on écrit, on met les choses sur papier, et je suis persuadé que ça fait appel à une partie différente du cerveau. Parce que parfois, j'écris des trucs, je savais même pas que je les pensais. Je regarde ça, je me dis, mais d'où ça sort? Je suis absolument d'accord, et j'ai toujours trouvé que la façon de parler, enfin l'intelligence verbale n'était pas la même. C'était un processus très différent. Je me souviens que moi, Orange Mécanique, on me disait, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit. Par contre, qu'est-ce que vous parlez mal? C'est affreux. Vous l'avez fait écrire par quelqu'un, et j'essaie d'expliquer, mais c'est pas du tout le même exercice, surtout quand on est chez Ruquier et compagnie, avec tout l'artifice qui va avec. Et c'est vraiment un processus très très différent qui va nous permettre de dénicher des choses très profondes dont on ne soupçonnait même l'existence. On ne soupçonnait pas l'existence. Et c'est ça qui est passionnant, c'est quand vous écrivez, c'est votre vrai moi qui sort. Exactement.
C'est parce que vous pouvez pas le... Moi, j'ai écrit 5 ou 6 livres, et puis le premier qui s'appelait Des lions menés par des ânes, puis le deuxième qui s'appelait Un libéral nommé Jésus. Et je sais pas pourquoi je l'ai écrit, je sais pas d'où ça sort, et ensuite, quand je le relis, je me dis, mais d'où ça sort ces trucs que j'ai écrits? Donc, je savais ces choses-là, mais je les avais pas exprimées, quoi. Et les choses qui étaient dans ce livre, c'était que, dans le fond, Jésus était un personnage inimaginable, parce qu'il disait, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, et deuxièmement, si tu ne prends pas de risque, tu vas t'emmerder et tu iras en enfer. Et c'est la base de notre société, c'est-à-dire pour la prise de risque et l'individualisme, qui n'est pas l'égoïsme. Donc, si vous voulez, je trouve ça fascinant que vous ayez trouvé comme solution aux misères du monde d'aujourd'hui, à la solitude intellectuelle, de vous confronter à l'écriture. Je trouve que c'est très bien. C'est pour ça que j'ai bien aimé la deuxième partie de votre livre, c'est que vous offrez la vraie solution. Et il y a plus tellement d'écrivains aujourd'hui en France, quoi. De vrai. C'est sûr que oui, l'espèce s'est raréfiée, et enfin c'est plus une industrie comme une autre, avec la rentrée littéraire, on a 500 ou 600 nouveaux machins qui arrivent, les libraires eux-mêmes ne savent pas du tout de quoi on parle, ils en connaissent peut-être une dizaine parce qu'on leur dit ceux-là vont mieux se vendre que les autres, et c'est tout. Ouais. C'est vrai que c'est plus du tout le même... C'est plus du tout le même processus intellectuel, donc écoutez, encore une fois, d'abord, je vous remercie d'être venu, et puis je vous remercie aussi d'avoir écrit ce livre, parce que, vox clamant in deserti, vous savez, les voix qui crient dans le désert, maintenant, il y a une voix de plus qui crie dans le désert, et c'est la vôtre. Avant, vous existiez, mais vous existiez plutôt comme un journaliste d'opinion, si j'ose dire. Vous découvriez des faits, vous les commentiez, et c'était très bien, parce que vous nommiez les choses. Mais non seulement vous les nommez aujourd'hui, mais vous les expliquez et vous donnez une solution. Donc ça vous a fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez fait un progrès énorme. Oui, mais c'est sûr qu'il y a c'était une évolution difficile, parce que souvent je me suis cantonné à me dire non, un petit peu ce côté un peu lâche, on dit les faits c'est bien, le constat déjà c'est bien, mais après est-ce que j'aurai de quoi derrière répondre à l'attente, évidemment, le fameux que faire. Question de Lénine, mais pas que, et que faire, voilà, d'essayer de trouver, d'apporter des premières pistes. Alors c'est pareil, c'est prudent, parce que j'ai 40 ans, parce vous que êtes paysan, beaucoup d'autres sont déjà passés, voilà, je vais pas... Exactement. Vous avancez lentement. C'est exactement ça. Vous vérifiez si on peut semer. C'est exactement ça, c'est vraiment j'apporte un petit pan de sagesse des nations qui doit venir du fin fond de nos bons vieux cultivateurs, et c'est tout. Mais ça peut déjà être beaucoup dans le monde actuel. Ça peut être beaucoup, et puis ça nous ramène à quelque chose d'essentiel. C'est ce que dit le cardinal Sarah, c'est que si vous enlevez les racines du plus grand arbre, il crève. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est... Nos racines, elles sont là, elles sont pas ailleurs, quoi. Vous faites quelques pages très jolies on parlait de couper du bois tout à l'heure, c'est exactement ça. Oui, mais vous avez un très joli moment quand vous avez visité Bruges. Ah oui. Vous avez quelques bonheurs d'écriture à ce moment-là. C'est assez bien, c'est très bien vu. C'est Bruges qui était très inspirante. Et surtout, c'est comme quand je visite la Sainte-Chapelle ou des choses comme ça. Si vous voulez, vous vous rendez compte qu'on dit que la civilisation a commencé avec la Renaissance et n'importe quoi, mais les années 1200, 1300, c'était d'une beauté, c'était d'une spiritualité, c'était incroyable ce qui s'est passé en Europe à ce moment-là, quoi. Et justement, on est dans la gifle d'humilité qu'on reçoit quand on voit ça, quand on voit ce qui a été fait, quand ça a été fait, comment, par quels moyens, et pour ainsi dire, personne ne signait. Ouais. Hein, c'est fou. Hein. C'est fou. Le beau Dieu d'Amiens, personne ne sait qui l'a fait, quoi. Donc, si vous voulez, c'était à la fois la statuaire du Moyen-Âge. Et bâtir sur plusieurs générations aussi. Important, ça. Important. Le gars commençait, et il mourait, il avait fait le début. Et... c'est la vieille blague. Il y a un type, un ouvrier qui est là devant un tas de pierres. Le premier, on lui demande qu'est-ce que tu fais. Il dit je vous mets des pierres en ordre. Le deuxième, je fais un mur. Et le troisième, il dit je fais une cathédrale. Si vous voulez, toute notre civilisation a été menée par des gens qui s'étaient fermés toute porte de sortie. C'est-à-dire qui avaient une espèce de soif d'absolu, et ils feraient ça toute leur vie. Et puis, donc quand j'étais enfant, il y avait toute une série de gens qui s'étaient
qui avaient pris une décision qui engagerait toute leur vie pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il n'y en a plus. On est tous retournés dans une espèce de « ah oui, mais enfin, s'il y a une jolie femme qui fait un passe... » Oui, la relativisation de tout. Donc on n'a plus cette espèce de pôle d'or. Ouais, c'est sûr. Et spirituellement aussi. Oui, c'est pour ça que c'est très utile et que je fais des rappels là-dessus aussi, sur se poser ce genre de questions, des choses qui étaient là depuis toujours, ce qui dure, ça a toujours de bonnes raisons de durer en général, et pourquoi d'un coup les choses cesseraient de durer, certaines choses, et d'autres arriveraient de partout et devraient nous changer la vie chaque jour. J'avais eu des discussions avec un homme politique il y a quelques années qui faisait passer une mesure que je trouvais abominable. Il m'avait dit « oui, mais tu sais, on ne peut pas s'opposer au changement ». Et je lui avais dit « et pourquoi ? Si tu sais que c'est un mauvais changement ». Par exemple, quelque chose qui me fait rigoler, c'est qu'aujourd'hui, paraît-il, il y a 10% des promotions de Polytechnique qui sont marocains. Bon, très bien, très content. Mais j'ai posé la question des Marocains, pourquoi ? Ils m'ont dit, c'est pas difficile, vous nous avez filé Jules Ferry avec l'UOT, là, et on n'a jamais rien changé. Les coups de pied dans derrière, les coups de sur les doigts. Et du coup, maintenant, ils ont 2 ans d'avance sur nous, et ils rentrent à Polytechnique. Donc, toutes ces réformes de l'éducation, ça nous a fait une fabrique de crétins, comme les Brigelli. Donc, eux, ils n'ont pas eu de Bourdieu, ils n'ont pas eu tout ça. Hein. C'est assez marrant. Quoi. Oui, ça aussi, cet effondrement général du niveau est vraiment un segment du désastre qui est particulièrement saillant, de voir un peu parce que maintenant, Polytechnique, on doit en être à faire d'éliminer les concours et donner du temps de parole, ou enfin des entretiens. Et Sciences Po fait ça, par exemple, on a viré tout ce qui était un peu compliqué, où il fallait apprendre des choses, et maintenant on se contente d'un entretien sur les motivations du candidat. Comme ça, c'est plus facile de promouvoir le issu 2, celui les quotas, Les Américains sont en train de sortir. La Cour suprême a décidé qu'on n'avait plus le droit d'avoir des quotas. C'est déjà parce que c'était une atteinte à l'égalité de tous devant la loi. Quoi. Pourtant, ils en avaient des fameux. Oui, pendant longtemps, les universités américaines, là-dessus, étaient... mais c'était elles qui poussaient le plus. Hein. C'est elles qui poussaient le plus. Ouais. Donc alors maintenant... Il fallait éliminer. Il y avait trop d'Asiatiques en haut des barèmes, alors il fallait en virer. Hein. Donc les Asiatiques, il fallait qu'ils fassent 1500 au SATs, c'est-à-dire le maximum. Puis d'autres, ils pouvaient passer avec 800. Quoi. C'était quand même assez étonnant, c'est-à-dire juste la moyenne. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, où on va ? Voilà, bonne question. L'obsession étant d'offrir une alternative à la jeunesse. Exactement. Améliorez-vous vous-même. Voilà, ça va pas être un mouvement machin où on pourra signer là, adhérer et tout ira bien. Non, ça va pas être comme ça. Et c'est ça, il faut offrir à nos forces vives autre chose, parce que pareil, oui, la jeunesse écoute de la merde, machin, etc. Oui, mais qu'est-ce qu'on apporte, nous, pour revivifier tout ça ? Et ça, c'est encore le combat d'encore un peu après. C'est le combat d'un peu après. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ici, je reçois des tas de jeunes, parce que je suis un vieux crabe, là, qui me disent alors ce que je dois faire et tout. Et je vais vous dire quelque chose qui me surprend beaucoup, c'est que la plupart de ces gamins qui viennent me voir, qui ont 20, 25 ans, 27 ans, sont extrêmement intelligents, extrêmement bien formés. C'est-à-dire que si j'essaye d'analyser l'effondrement de l'éducation, je me dis que ça épargnait les 10% les meilleurs. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a une survie, ils sont passés à travers. Il y a des gars, il y a une 10% à peu près qui sont passés au travers et qui sont étonnants, même parce qu'ils en savent beaucoup plus que moi j'en savais à leur âge. Le même constat, parce que Orange Mécanique, à cette époque-là, ceux qui s'intéressaient à ces questions, il y avait une grosse part de un peu marginaux, en se disant... ça a l'air d'être bien parce que c'est sulfureux, et on se tapait quand même pas mal de déglingués. Et maintenant, au contraire, on a vraiment un public très jeune, formé, structuré, qui s'intéresse à ça, qui a déjà compris vraiment beaucoup de choses. Donc, à mon avis, le relais, le passage de témoin n'est pas loin, tant mieux. J'espère vraiment comme dit Paul Valéry, on travaille pour ceux qui viennent après, et que ceux-là sauront être encore meilleurs. Il y en a dans cette génération qui savent. Oui. Alors qu'il
il y a 40 ou 50 ans, par exemple, moi, quand j'étais étudiant à Toulouse, on m'avait demandé à Toulouse combien veulent travailler dans le secteur privé, combien veulent travailler dans le secteur public, et j'avais levé la main avec enthousiasme. Ouais. J'étais seul tous les jours. Une erreur très grave, ça. je regardais, je disais, mais pourquoi ils veulent travailler dans un truc où ils vont s'emmerder toute leur vie? Ouais. C'est effrayant. Ça aussi, ça vraiment, pour le coup, je pense qu'il y a quand même un changement de nos jours. On n'en est plus là quand même. Non. Et il faut espérer. Parce que les gens veulent essayer de travailler dans un truc qui les motive, quoi. Ouais. Et ils le peuvent parce qu'on arrive dans des sociétés qui sont quand même très déhiérarchisées. Donc ça sera beaucoup plus facile que... Moi, j'avais le choix d'aller à Saint-Gobain ou dans une banque. Mais maintenant, vous pouvez vous amuser à monter un truc comme l'Institut des Libertés, puis qui sait, vous pourrez... Et puis il y a l'aspect challenge de survivre à l'État français, c'est quand même celui qui y arrive, les fameuses ressources quand même. Ah oui, c'est celui qui arrive. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, vous avez un pot noir en France, puisque de temps en temps je parle comme si je n'étais pas français, c'est que vous avez des entreprises françaises qui ont survécu à la concurrence, et à l'État français. Donc c'est des types qui sont dans une forme mais olympique. Question anti-fragilité, comme vous dites souvent, on est bien. On est bien. Là, on a bâti des trucs. Ça me fait rigoler, mais c'est tellement vrai. Mais vous n'imaginez pas les histoires que j'ai avec les hauts fonctionnaires, etc. C'est qu'ils comprennent rien. Et ils sont vraiment persuadés que c'est vraiment... le contrôle, c'est la solution. Oui, vous en parlez à David Lisnard à Cannes, il vous raconte des histoires, ça se tapait le derrière par terre, quoi, c'est effrayant. Donc, et là, c'est là où on a un problème, parce que quand je suis dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglo-saxon, la moitié de la population pense vraiment profondément que l'ennemi, c'est l'État. Bon, il est nécessaire, mais enfin, il faut quand même s'en méfier, parce qu'il va... Mais quand vous arrivez en France, 90% des Français sont persuadés que l'État est bon. Oui. Et veut leur bien. Donc il faut les convaincre qu'ils ont affaire à une créature abominable. Et même déjà, de leur faire prendre conscience, cette créature, parce que l'État est tellement total dans le paysage français que ça fait vraiment, c'est la France, c'est comme ça. Et il y a déjà, une fois qu'on l'a bien perçu, qu'on a bien compris ce qu'il faisait pas, ce qu'il faisait mal, là ça va être déjà mieux quand même. On commence à entrevoir le problème. On commence, voilà. Donc on a un vrai problème, c'est un État qui est devenu dysfonctionnel. Et qui n'a plus aucun contrôle. Puisque apparemment, si vous voulez, pendant quelques semaines, là, ils ont cherché 100 milliards, ils ne savaient pas où ils étaient, quoi. Ah oui, puis tous les ministres menacent de démissionner si on ne leur augmente pas leur propre petit crédit à eux. Et on voit bien que c'est toujours le même truc. Moi, ça me paraît une bonne idée. 41 ministres, ça me paraît un peu trop. Oui. S'il y en avait la moitié qui démissionnaient, moi, j'ai jamais compris pourquoi, par exemple, en Suisse, je crois qu'ils ont 5 ministères, quoi. Enfin, les trucs régaliens, puis je vois pas pourquoi on a besoin de ministres ailleurs, quoi. Mais il y a beaucoup de promotions à occuper, des narcs à mettre un peu partout, de types recasés, et de conseils, les API, les machins... Les hautes autorités, les grands conseils, tout ça. C'est très utile. Donc, pour résumer, il n'est de salut que dans l'individu. Vous êtes un individu, vous faites pas partie d'une classe, vous faites pas partie d'une race, vous êtes un individu unique. Vous avez un projet qui a été conçu pour vous, et c'est à vous de le trouver, et c'est pas facile, c'est l'histoire d'une vie. Pourquoi j'ai été mis sur Terre? Il y a probablement une raison, et donc c'est à vous de la trouver. Et personne ne vous aidera dans cette tâche. Au contraire même, oui. On essaiera au contraire de... Et le pire, je peux parler en connaissance de cause, c'est que si vous réussissez... Par exemple, moi, j'ai été... Bon, je faisais mon boulot à Londres, et puis il y a des gens qui m'ont demandé de gérer l'argent. J'ai créé une société qui gérait 10 milliards de dollars, qui était un énorme succès, tout me réussissait, j'étais beau, j'avais de beaux enfants, j'avais une jolie femme, j'avais de l'argent, j'étais là le type qui avait tout réussi. Et j'ai vendu ma société, parce que je commençais à... Et j'ai fait une dépression qui m'a tenu 6 ans sans que je puisse bouger pied ou patte. J'étais mort. Donc je me suis rendu compte en sortant de ça, avec l'aide de ma famille, etc., que finalement, je faisais quelque chose pour lequel je n'étais pas fait. Je le faisais avec beaucoup de succès. Tous les succès, si vous voulez, je gérais plus d'argent que Soros, enfin bref, j'étais vraiment là. Et puis, ça me rendait malheureux comme un caillou. Et je crois que j'ai été mis sur Terre pour essayer de communiquer avec les gens ce que j'ai compris.
et pas de gagner de l'argent avec. C'est curieux, hein? Mais ça me rend heureux. Ouais. Belle expérience, oui. Mais pendant 6 ans, j'ai été une serpillière, quoi. Donc, vous pouvez faire tout ce que le monde considère comme des succès et être malheureux comme un caillou. C'est très curieux, hein? Ouais, j'évoque ça en plus dans la deuxième partie, cet aspect mission, au-delà de certaines règles habituelles, parce qu'il y a toujours des règles de compétition, mais il y a aussi des missions qui ont l'air d'être un peu plus profondes que ça, un peu plus transcendantes. Et c'est important, oui, d'être attentif à ces lignes de vie. Et si vous l'êtes pas, vous pouvez, si j'ose dire, comme vous le lisez ensuite, dans le fond, j'ai été Job. Vous savez, Job sur son tas de... Et ben, le livre de Job, c'est une description incroyable d'une dépression qui est faite parce que il faisait pas ce qu'il devait faire. Et ça, je trouve ça très curieux parce que finalement, on n'explique plus aux gens que si leur vocation c'est d'étudier des manuscrits du XIIe siècle, ils gagneront pas un rond, mais ils seront heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On n'est pas obligé de réussir selon les critères du monde, quoi. Ouais. Et malheureusement, il faut se faire violence et prendre le risque de se regarder en face. Et il y en a énormément qui vont choisir la fuite et qui vont essayer d'éviter cette confrontation avec eux-mêmes tout le temps. Et oui, jusqu'à l'implosion, quoi. Jusqu'à l'implosion. Ouais. C'est l'implosion. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est si vous faites quelque chose qui vous plaît pas, même si vous réussissez très bien, arrêtez. Réfléchissez, faites autre chose. Parce que je crois que c'est un signal qu'on vous envoie que vous n'êtes pas très bien là où vous êtes, quoi. Vous n'êtes pas à votre endroit. Et c'est pour ça que j'aimais votre livre, c'est qu'il y avait cet appel aussi à regarder un peu plus haut, regarder un peu plus loin. Marchez pas en regardant vos chaussures, quoi. Ça implique donc de faire face à la peur... à nos peurs, quoi, la peur de la dégradation, ça, je peux vous rassurer un truc, c'est qu'on va tous crever, ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, mais c'est un bon principe parce que malheureusement aussi, on essaie d'oublier cette réalité de fuir, on meurt en cachette, on va mourir à l'hôpital, on va se faire une petite piqûre tranquille, ça va bien se passer, vous allez être très heureux. Mais non, mais c'est la vie c'est un combat, il faut regarder ça en face et il faut justement... Porter sa croix, quoi. Si on a peur de la mort, on n'a qu'à faire quelque chose de sa vie plutôt que d'attendre de rater tout. C'est ça. À force de précaution, on ne vit plus, quoi, c'est ça. Exactement. Donc prenez des risques, cassez-vous la gueule. Lisez des livres interdits comme celui-là, d'ailleurs, qui va bientôt être interdit. Et justement, celui qui prend des risques est dangereux, donc c'est une bonne chose. Ben voilà, écoutez, d'abord, ça m'a fait plaisir de vous recevoir, et puis je vous ai fait quelques compliments, j'espère que vous y avez été sensible. Ah, puis je voulais vous poser une question, à un moment, vous me citez, pourquoi ? Je crois que c'est vers le début, en expliquant comment l'hérésie arrive. Alors, dans un monde où la pensée sectaire est dominante, justement, le déclic, ce qui va faire que souvent des jeunes à force vive, etc., qui sont partis dans le truc sans trop réfléchir et qui se disent il y a quand même des trucs qui vont pas, etc. Et d'un coup, ils vont tomber sur, par exemple, une vidéo de Charles Gave. Ça peut faire un déclic. Ah oui, j'en connais pas mal de mes lecteurs qui m'ont déjà dit ça a commencé comme ça. C'est la pente fatale, la vidéo de Charles Gave, et après il déroule la pelote. Alors, c'est pas toujours confortable parce qu'on sent bien que certains ont eu du mal à admettre qu'ils étaient en train de se planter avec tout le reste, avec tous les autres, et qu'il fallait se faire violence en regardant tout ça en face. Ça fait pas plaisir, la vérité, mais après, quelque part, ça amène aussi des satisfactions qui n'ont pas d'équivalent quand on a décidé d'aller dans ce sens-là. Ben voilà. Le chemin étroit et grimpant, rempli de cailloux. Voilà. C'est pas l'autoroute. Exactement. Mais merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir, merci à vous. Bon, on a parlé de choses et d'autres, mais enfin, c'est un livre que vous devez lire et avoir sur l'étage de votre bibliothèque en haut, parce que c'est la naissance d'un grand écrivain que je salue. Merci beaucoup. Merci beaucoup.